Un violeur est un homme. Aux dernières nouvelles, ça reste un homme qui a violé et tué une femme, comme ça arrive des milliers de fois, tout le temps. Chère Alice, je partage la même révolte que toi. Les violeurs sont des hommes et le viol détruit les femmes qui le subissent, on est bien d'accord là-dessus. On pourrait avoir un débat sur les causes de cette violence. Est-elle construite culturellement ou bien est-elle innée? Personnellement, je pense que c'est un mélange des deux. Les hommes ont 10 fois plus de testostérone que les femmes, et la testostérone est une hormone qui donne une certaine force physique et une certaine agressivité. Mais en tant que féministe, je dois aussi reconnaître qu'il est bien plus dur d'être une femme dans un pays de culture musulmane que dans un pays de culture chrétienne. D'être une femme au Maroc, au Soudan ou en Égypte, ça n'est pas la même chose qu'être une femme en France ou en Italie. La violence est donc aussi une affaire de culture. Et la culture peut se modifier, on peut travailler dessus, il y a des questions d'éducation à se poser autour de ça. C'est ce que tu soulèves dans ton intervention et je suis d'accord avec ça. On éduque les garçons. Mais là où je ne te suis plus du tout, c'est quand tu dis qu'on s'en fiche de la question de l'OQTF. Moi, je m'en fiche pas. Pourquoi est-ce qu'on discute uniquement, que tout de suite on fait des liens avec des questions d'OQTF? Parce que si cette OQTF avait été appliquée, Philippine serait encore parmi nous. Ce qui est rageant dans cet assassinat, c'est qu'il aurait pu être évité très facilement. Il suffisait d'appliquer la loi. C'est pragmatique, il n'y a pas à aller chercher plus loin. Éduquer les agresseurs à ne pas agresser, c'est évidemment nécessaire, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Mais quand un homme étranger, qui a déjà violé au moins une femme sur notre territoire, en assassine une autre alors même que sa présence est illégale, je pense qu'il est normal d'être encore plus révolté. Parce qu'encore une fois, c'était tellement simple à éviter. Et ce qui est rageant aussi, c'est que si on n'est même pas capable d'empêcher un clandestin, dont la présence est illégale sur notre sol, d'assassiner une jeune femme, alors que cet homme-là a déjà été condamné pour viol dans notre pays, mais comment peut-on prétendre qu'on sera capable de s'occuper des autres? Ce qui est rageant, c'est que même le niveau 0, en termes de difficulté de ce qu'on peut faire pour protéger les femmes, même ce niveau 0-là, on n'est pas capable de s'en occuper. S'il était dans un autre pays, il est tout aussi dangereux et il met tout autant en danger d'autres femmes. Donc en fait, la question, c'est pas tant l'OQTF. Madame Rousseau, ce que vous dites là, c'est quelque chose que j'aurais très bien pu dire il y a 3 ans. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Parce que si l'on suit votre logique, il serait normal d'accueillir l'ensemble des talibans et des membres du Hamas sur notre territoire, sous prétexte que peu importe où ces gens font le mal, de toute façon, faire le mal, c'est mal. Oui, on est bien d'accord là-dessus. En fait, ce que vous dites en soi, c'est plein de bons sentiments. Et dans l'absolu, dans la sphère des idées, quelque part, vous avez raison. La violence n'est jamais tolérable, où que ce soit. Mais il y a certaines choses qui marchent très bien dans la sphère des idées, et quand on essaye de les appliquer dans le réel, ça ne marche pas. Je comprends que ça vous rende triste, mais dans le réel, concrètement, la France n'a pas la possibilité de régler tous les problèmes de la planète. Et je regrette d'avoir à dire ça à une féministe, Madame Rousseau. Mais vous savez, pour se protéger des violences, le premier truc, c'est de savoir définir ses limites et les imposer. Et ça n'est que lorsque vous avez appris à vous protéger vous-même que vous pouvez ensuite vous soucier des autres. Et objectivement, je ne pense pas que la situation sécuritaire de la France nous permette le luxe de penser aux autres. Nous avons déjà suffisamment de violeurs, suffisamment d'assassins français. Nous n'avons pas besoin, en plus de cela, de nous imposer la présence de violeurs et de tueurs étrangers. De quoi est coupable Philippine, monsieur Mélenchon? De quoi est coupable Philippine? De quoi est coupable Philippine, Madame Rima Hassan? De quoi est coupable Philippine, Monsieur Delogou? La liste est longue. Qu'est-ce qu'a fait cet enfant de 19 ans? Oui, parce que c'est une enfant. Cet enfant qui était brillante, qui faisait des études. De quoi est-elle coupable? Apparemment, pour vous et votre groupe politique, elle est coupable. Elle est coupable d'avoir été violée, et à ça, par un requérant, par un OQTF que vous n'avez pas su garder en prison. Un OQTF qui avait déjà violé une enfant, et qui cette fois, une fois que vous l'avez relâché parce qu'il n'a fait que 4 ans au lieu de 7, elle est coupable de quoi? De quoi elle est coupable quand vous regardez le comportement de vos partisans? Ils arrachent des photos d'une enfant qui a été arrachée à la vie par un barbare. J'ai plus les mots. Français, je vous souhaite sincèrement de vous débarrasser de cette pourriture de gauche que vous devez subir au quotidien. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Ce qu'il y a de tragique, Gilles William le dit, c'est qu'on a tellement de victimes que quand on relit la liste, on se dit mais c'est atroce, on avait oublié que c'était presque les mêmes circonstances, toujours les mêmes assassins, toujours les mêmes victimes. Disons d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a un jeune homme qui s'appelle Kylian, 17 ans, qui a été assassiné par un Algérien de 24 ans en boîte de nuit. On ne peut plus avoir une vie normale, on s'imagine ça en permanence. Kylian Binard, jeune boxeur talentueux de 17 ans qui a tragiquement perdu la vie à la sortie d'une discothèque après avoir été poignardé dans la ville de Saint-Lô. Et ce qu'il y a de glaçant, c'est qu'on peut se dire, on peut affirmer que ces meurtres auraient pu être évités. Si on prend le cas de Philippine, il aurait pu être évité à toutes les étapes du processus. Ce jeune homme arrive à 17 ans par le dispositif des mineurs isolés. Il faut évidemment supprimer ce dispositif. La place d'un mineur est chez ses parents. Imaginez si vous trouvez un Français au Maroc. Le premier réflexe, c'est de le renvoyer à ses parents. Vous allez le garder au Maroc? Retenir un mineur, c'est absurde. La place des mineurs sont chez leurs parents dans leur pays d'origine. Première chose qu'on aurait pu éviter. Il passe par l'Espagne avec un visa Schengen. Évidemment que ce n'est pas à un Marocain de pouvoir passer d'un pays à l'autre dans l'espace Schengen. Seuls des Européens doivent pouvoir traverser nos frontières. Ensuite, il est déjà accusé de viol. Il prend 5 ans alors qu'il aurait dû prendre beaucoup plus.
Mais à mon avis, il aurait même dû quitter le territoire immédiatement. Pourquoi est-ce qu'on s'embarrasse d'un Marocain violeur chez nous? Il est évident que sa place est dans son pays. Le grand remplacement, ils en ont peur. Eh ben, c'est pas pour rien. Voilà. On va vous grand remplacer. On a déjà commencé, ça fait 10 ans. On est musulmans et on est français, on va rester ici. En plus, on est plus fertile, on est plus nombreux, on est plus jovial, on est plus intéressant, on est plus positif. Si vous n'êtes pas content, vous quittez le pays. Clairement, allez vivre en Pologne, je vous le dis. Parce que nous, on est chez nous ici. Donc les filles, faites comme Kenza, faites plein d'enfants, faites comme Kenza, faites comme moi, faites plein d'enfants. Et là, toutes les sœurs qui sont là, regardez, machallah, elles sont toutes jeunes, elles sont toutes belles. Et dites-vous, dans toutes les 1000 personnes qui sont là, elles vont toutes avoir entre 4 et 6 enfants minimum, machallah. Allez, bonne chance. Et en plus de ça, je trouve que ça renforce grave notre foi. Alors, c'est quoi cette meuf à la fin? En plus de ça, je trouve que ça renforce grave notre foi. C'est quoi ça? En fait, les gars, c'est ça que je demande à la gauche et aux médias. D'arrêter de faire comme si il ne se passait rien. Ok, la gauche, si votre avis c'est oui à la créolisation, oui à l'islamisation de la France, oui à une immigration massive et intense, ok. Ça, c'est votre avis. Nous, de l'autre côté, on ne veut pas ça. Que deux avis s'opposent et se confrontent, ok. Mais toute cette partie de la gauche et toute cette partie des médias qui fait comme si il ne se passe rien, c'est ça qui est très inquiétant, les gars. C'est nous faire passer pour des gens qui ont une hallucination collective, alors que tout le monde le sait, tout le monde le voit, et même eux le savent et le disent. Écoutez-moi, cette chance pour la France, c'est un cliché. France aux Français, en tant qu'immigré, ce sera impossible. Et en tant qu'Algérien et à tous mes DZ, on va pas lâcher la France. On va la manger, on va la gerber. T'as vu le vomi, on va le récupérer, on va le recycler et on va planter la graine. Pour qu'on puisse rester chez eux, ça sera chez nous. Comme ils ont fait chez nous. Nous, on les a dégagés, mais eux ne pourront pas nous dégager. Tu ne pourras pas nous dégager, poteau. On veut des vrais Algériens au pouvoir qu'on puisse faire des lois. Comme en Algérie, virer le drapeau et mettre le drapeau d'Algérie en France et virer tous les drapeaux à l'échelle communautaire. C'est quand même sacrément belliqueux, les gars, comme comportement, de parler de enlever le drapeau français et de le remplacer par celui de l'Algérie, d'expliquer qu'ils vont venir manger la France puis la revomir. C'est quand même sacrément belliqueux. Et nous, face à ça, on est des fachos. Si on se défend face à ça, vous sentez là que c'est pas nous les agresseurs, que c'est pas nous la violence. Après, on va nous parler d'extrême. Nous, on est extrémistes, les gars. On est extrémistes. Vous entendez quelqu'un taper sur je sais pas quoi pour dire on va vomir la France, on va la manger, on va la vomir. Mais c'est nous les extrêmes. C'est nous les fachos, c'est nous les racistes. C'est nous les racistes, alors que ce sont les plus racistes. Ils viennent dans notre pays dire on va vous remplacer, on va vous sortir, on va dégueuler sur votre drapeau. Et c'est nous les racistes. C'est nous les extrêmes. C'est nous les violents. J'ai une question pour les médias et la gauche qui ne veut pas voir. J'ai été violée par un homme qui n'était pas un immigré. Donc le problème reste entier. Et si le violeur de Philippines, l'assassin de Philippines, avait été mis dehors avec son OQTF, eh bien alors l'homme aurait pu violer et assassiner une femme ailleurs dans le monde. Et on ne règle aucun problème comme ça, on ne peut régler le sujet que si on regarde en face cette violence spécifique, si on s'occupe des récidivistes, si on a un accompagnement social, si on se donne les moyens de protéger les femmes et de faire reculer le sexisme, la domination masculine dans l'ensemble de notre société. Et ça, l'extrême droite ne veut pas le regarder. Donc j'aimerais que pour Philippines, pour toutes les femmes qui ont peur, pour toutes les femmes qui sont victimes, on regarde le vrai sujet. Parce qu'il faut qu'on évidemment soit extrêmement précis dans ce que l'on dit. Sandra, alors cet homme de 22 ans, expliquez-nous son parcours et pourquoi il a eu affaire à la justice et pourquoi il était en liberté au moment du drame. Alors d'abord, il faut savoir qu'il commet ce viol sur une jeune femme en 2019. Il est placé en détention provisoire. Il est mineur à l'époque ou pas? Il a 17 ans, il est mineur. 17 ans, okay. Il est placé en détention provisoire en septembre 2019. Il va être jugé en 2021, condamné à 7 ans de prison. Il faut savoir qu'étant mineur, il risque la moitié de la peine encourue par un majeur. Donc la moitié des 15 ans encourus par un majeur. Donc il risque 7 ans et demi à peu près. Voilà. 7 ans et demi, il a été quasi condamné au maximum de la peine encourue. Ensuite, à l'époque où ça s'est passé, et ça n'est plus le cas, il y avait des crédits de remise de peine automatique. Voilà. C'est-à-dire qu'à peine entré en prison, vous aviez 2-3 mois par année qui s'enlevait de la peine automatiquement. Donc, il a été libéré. Ça a été réaliste. Mais bon, ça n'est plus. Vous passez 1 an, 4 mois. Juste une petite parenthèse là-dessus sur les crédits. Ce qui est quand même dingue pour que les gens se rendent compte, c'est que lorsque le juge prononçait la peine, il était en pleine salle d'audience. On voyait les avocats sortir avec calepins, avec les calculettes, pour directement dire voilà, donc vous avez été condamné à 12 ans, bon voilà, ça fera 8 en fait. Et donc déjà, ça avait même un côté malsain, c'est-à-dire qu'au moment du prononcé, on savait
déjà, avant même qu'il ne entre en ferait pas prison, la peine annoncée. Qui ne ferait pas la peine annoncée, on savait déjà le crédit d'impôt qu'il aurait, automatiquement. Donc il a été remis en liberté en juin dernier, et c'était la date officielle prévue, vu les crédits automatiques, donc il n'a pas bénéficié d'une largesse ou d'un laxisme judiciaire d'un magistrat, c'était automatique. Le jour où il sort de détention, il est immédiatement placé en centre de rétention administrative, donc l'enchaînement se passe à peu près bien. Ensuite, la prolongation du placement en centre de rétention administrative est autorisée 3 fois de suite. Il y a, semble-t-il, un raté au démarrage sur la demande du laissez-passer consulaire, puisqu'elle n'est pas faite auprès du Maroc par le bon service. Donc 2 jours avant qu'il ne sorte. Alors, la demande est faite 2 jours avant qu'il ne sorte, mais le bon service fera la bonne demande 1 mois après. Donc, il y a 1 mois effectivement de latence, de perdu, pas le bon service pour le Maroc. Ensuite, la question qui se pose, c'est pourquoi, quand le préfet va demander la dernière possible, la 4e prolongation pour les derniers 15 jours possibles, pour qu'on arrive aux 90 jours max du placement en CRA, pourquoi le juge des libertés et de la détention refuse cette prolongation et remet l'individu en liberté avec assignation à résidence qu'il ne respectera jamais, puisqu'il n'est jamais arrivé à son lieu d'assignation à résidence à Auxerre. Qui était un hôtel, oui, c'est là qu'on met les assignés à résidence dans des trous un peu perdus. Avec les enfants de l'ASE, tout va bien. Il faut savoir, donc effectivement, ce que révèle le Figaro, le Parisien et Europe 1, c'est que la décision du JLD respecte les critères du Code de séjour des étrangers, c'est-à-dire que... Non, mais ça respecte tout. Oui, mais après, la question peut se poser de changer les règles. Mais moi, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. La préfecture n'a pas été en mesure d'apporter la preuve qu'elle était en capacité, dans les 15 jours à venir, d'avoir le laissez-passer consulaire. Et il y a une petite incompréhension sur ce que dit le texte. Le juge des libertés et de la détention note qu'il y a un risque de réitération de faits délictueux, mais, je cite, il n'est fait état d'aucun comportement de l'individu qui aurait constitué une menace ou un trouble à l'ordre public dans les 15 derniers jours. 15 derniers jours. Oui, c'est ce qui est dans le texte. Voilà. C'est ce qui est dans le texte. Oui. Si dans les 15 derniers jours, vous n'avez rien en ce sens, le juge ne peut pas prolonger. C'est imparable. Non, mais le raisonnement de Sandra nous montre que voilà, tout a été fait dans les règles. Le problème, ce sont les règles. Donc, tout a été fait dans les règles, à part effectivement le mois de battement où évidemment la demande d'expulsion aurait pu être faite. Comme là, effectivement, et le préfet, visiblement, les services n'avaient pas connaissance, mais ce qui est dramatique, c'est qu'il est remis en liberté le 3 septembre et le LPC arrive le 6. Évidemment. Le laissez-passer consulaire, le titre officiel pour permettre que le Maroc envoie pour qu'on puisse en fait, ça signifie que le Maroc reconnaît son ressortissant et accepte de le et ça aurait tout changé. Évidemment, il serait resté en CRA. Maître Bovis. Est-ce que on dit que Philippine, ça aurait pu être moi. Quand j'ai appris la mort de Philippine, j'ai appelé ma maman et ma maman m'a dit ça aurait pu être toi. Donc ça m'a vraiment énormément touchée. Malheureusement, je m'identifie à elle. Et aujourd'hui, je veux vraiment me battre pour que les femmes soient protégées, puissent se promener librement dans Paris, dans la France. Je veux vraiment que les OQTF soient appliqués. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en sécurité en France. Merci. La babouche, la babouche, la babouche. Elle veut sa babouche, la babouche. Oh oui, la babouche, la babouche.
français, c'est la babouche. La babouche, ça veut dire que je suis du nid. La babouche, humiliez-moi mais bon c'est dit. Nignez-moi, Elisabeth-moi, Nika-ben-moi. Oh oui, venez messire, venez que je vous cire. La babouche, ça veut dire